nous allons commencer une nouvelle série en langue française. Et dans cette série, bien sûr, qui va être un peu plus ou moins la traduction de la série que nous avons déjà donc fait en langue arabe. Et cette série, nous allons identifier donc les composants alimentaires. Donc il y a des gens qui donnent beaucoup de conseils et qui parlent de l'alimentation, pas de la nutrition, on parle de l'alimentation. Ils oublient quand même de classer ou bien d'organiser donc cette alimentation. Elle est composée de quoi? Donc les composants alimentaires que nous avons rangés en catégories ou en groupes. Bien sûr, chaque groupe il doit avoir un peu les mêmes caractéristiques ou la même, plus ou moins, grosso modo, la même composition chimique. Et dans, disons, cette série, dans cet épisode numéro 1, donc, nous allons donner une introduction générale de quoi on va parler dans cette série, qui va comprendre quelques 12 épisodes, on verra bien, avec l'eau bien sûr comme composant principal. Donc dans cette introduction, on va dire que les aliments normalement ils doivent être rangés en groupe et on ne doit pas oublier, donc on ne doit rien oublier, on ne doit pas oublier un groupe, donc ne se nourrir que sur quelques aliments, notamment il y a des gens actuellement qui prennent de la friture de pommes de terre avec un poulet grillé ou quelque chose comme ça et puis une boisson gazeuse, ils se disent qu'ils ont bien mangé ou qu'ils ont pris un repas. Donc ce n'est pas un repas. Ces catégories, il y a le premier groupe, on appelle groupe, pas catégorie, mais groupe, le premier groupe comprend les céréales. Et ces céréales-là, ils se ressemblent et ils ont un peu plus ou moins les mêmes caractéristiques. Et ils groupent quelques 7, 8, enfin, il y avait beaucoup plus de graines avant. Mais maintenant, on se limite pratiquement au blé et le riz. On a commencé à consommer un peu d'avoine, mais les céréales, normalement, ils sont les plus, tout au moins dans l'espace maghrébin, nous on consomme le blé avec les deux espèces, blé dur et blé tendre, et on consomme l'orge et le maïs. L'orge enfin on continue à le consommer, mais il était plus consommé que le blé dans cette région. Et on a le riz et l'avoine. Au moins ces 5 qui sont les plus d'ailleurs connus pour le consommateur. Donc ce groupe-là, il comprend aussi l'alpiste. C'est les graines qu'on donnait aux oiseaux, qu'on donne encore aux oiseaux, mais l'alpiste était consommé avant et c'était un composant alimentaire très important. Et on a aussi parfois quelques quinoa, sarrasin, etc., qui sont aussi classés avec les céréales. Donc les céréales ils sont caractérisées par l'amidon, ils contiennent tous de l'amidon, qui est un sucre composé, qui est un sucre d'ailleurs très important donc, pour, du point de vue nutritionnel, parce que c'est un sucre qui va protéger le côlon contre le cancer et c'est un sucre qui va se décomposer lentement donc pour donner du glucose au corps. Et c'est un composant qui va un peu plus ou moins remplir donc ce tube digestif, donc ce tractus digestif. L'amidon comme composé commun à ce groupe, les fibres, parce qu'on a le sang de blé, le sang est beaucoup plus exprimé dans le cas du blé, on en a moins dans l'orge et dans le maïs, et on en a aussi dans le riz. Le riz est déjà, on enlève déjà disons, le sang, et un riz complet et un riz poli. Et on a aussi l'avoine où on trouve beaucoup plus d'enveloppes, beaucoup plus de sang. Et ces enveloppes qu'on enlève lorsqu'on sépare donc le sang du blé donc de la farine blanche, il ne reste rien parce que normalement les éléments comme les minéraux, les vitamines et les fibres, surtout les phytoestrogènes, ils existent dans le sang, ils existent dans l'enveloppe de la graine. Donc quand on enlève le sang, il n'y a plus rien. Donc on a l'amidon, on a le sang, c'est-à-dire les phytoestrogènes et les fibres. Et ces fibres-là, ils sont caractérisées par la lignine, enfin les lignanes, donc les lignanes qui vont se décomposer dans le corps en ligne. La lignine se décompose en lignane et le lignane dans le sein se décompose en entérolactone et en entérodiol. Donc ces composés sont très importants pour la régulation hormonale chez la femme et ça inhibe le cancer du sein. Donc ce groupe des céréales, donc l'amidon, les fibres, le sang, donc caractérisé par 2 vitamines qui sont la thiamine et la niacine. On a la vitamine B1 et B3, niacine, thiamine, ça c'est connu. Il y a certaines céréales qui contiennent un peu de pyridoxine et de pantothénique, la B5 et la B6, et sont caractérisés par certains minéraux comme le chrome. Donc le chrome est l'élément principal en ce qui concerne donc, les minéraux donc, dans ce groupe. Le chrome
On a aussi le zinc, le fer, le calcium, phosphore, magnésium, manganèse, bien sûr. Ça existe dans tous les végétaux. Mais sans les céréales, c'est le chrome. Et le chrome, c'est le facteur GTF, glucose tolerance factor. C'est ce qu'on appelle comme ça GTF et il est très important donc, pour les diabétiques. Donc les céréales, ce groupe-là, est plus ou moins avec un 10 ou 12% de protéines, bien sûr, sans oublier ça. Et puis, il n'y a pas de gras, il n'y a pas d'huile. Donc la matière grasse, donc les céréales, ils sont un peu des produits maigres, donc il n'y a pas de gras. Donc on a l'amidon qui est un sucre composé. On a donc le sang, les enveloppes là qui sont très riches en vitamines et en minéraux, notamment et en phytoestrogènes. Phytoestrogènes, ça veut dire les phytochimiques, donc les hormones d'origine végétale qui sont naturelles. Le deuxième groupe, c'est les légumineuses, et les légumineuses ils sont caractérisées par une concentration élevée en protéines. Ils vont de 20 jusqu'à 22 en protéines, donc c'est une viande. Et puis ils sont caractérisés par un autre métal qui est le molybdène. Et le molybdène, c'est un métal clé parce que c'est lui qui active, c'est un activateur de l'enzyme sulfate oxydase qui permet d'éliminer donc les composés soufrés du corps qui sont des composés toxiques, donc au niveau du foie. Et protéines 20 à 22% dans les légumineuses. On a aussi des fibres solubles. Là, on est en fibres solubles. Et les fibres solubles, c'est très important parce que c'est eux qui retiennent les sels biliaires dans l'intestin et qui diminuent le cholestérol. Parce que quand on retient les sels biliaires dans l'intestin, on a le foie qui va utiliser le cholestérol pour synthétiser ces sels biliaires, l'acide désoxycholique. Et ces fibres solubles-là, vous voyez, ils complètent la nutrition, ils complètent ce qui manque dans les céréales. Donc, on a les fibres insolubles et les fibres solubles, donc dans ces deux groupes. Et puis, ce métal qui est le molybdène, qui n'existe pas dans la nature, pas beaucoup, dans certaines petites choses, mais surtout les légumineuses. Et puis, les légumineuses, c'est la première source, c'est la grande source de l'acide folique, de la B9. Et l'acide folique actuellement, il fait défaillance dans la nutrition moderne. Donc on a les protéines élevées qui sont des protéines sans gras, sans cholestérol, c'est des protéines nobles. Et on a les minéraux, on a tout, on a le fer, le zinc, magnésium, calcium, phosphore et tout, mais surtout le molybdène, ils sont caractérisés par le molybdène qui n'existe pas dans d'autres aliments. Et on a la B9 et puis on a la B5, B6. Il y a le pantothénique et pyridoxine dans ces composants. Et puis les protéines sont très riches en tryptophane. Vous voyez que le tryptophane va être transformé en sérotonine. Il ne se transforme pas dans le corps que si on a le manganèse et l'acide folique. Et l'acide folique et le manganèse existent dans ces légumineuses. Donc le tryptophane il se transforme totalement et à 100% dans le corps pour donner la sérotonine. Enfin, la sérotonine qui va être transformée en mélatonine. C'est l'acide folique aussi. Il joue dans la transformation de la mélatonine. Et c'est des caractéristiques donc, des légumineuses. On a les phytoestrogènes. Ils sont plus riches en phytoestrogènes que les céréales. Donc on a la fève. Par exemple, la fève, il y a des gens qui prennent le soja, ce groupe, il comprend la fève, les pois chiches, les petits pois, les lentilles, les haricots et le soja. Et les Américains, ils classent donc les peanuts, ils classent les arachides avec les légumineuses. Pourquoi? Parce que l'arachide est riche en B9 et il contient le molybdène. Il est riche aussi en protéines, mais il est gras. Il contient de l'huile, il contient une matière grasse, tout comme le soja. Et les grandes nuts, les arachides sont classés, donc, chez les Américains, sont classés avec les légumineuses. Mais nous, on classe les haricots, tout au moins, le pays maghrébin, ils classent les haricots avec les fruits secs. Donc, ce groupe est très important. Donc, ils se ressemblent. C'est un groupe, ils ont un peu plus ou moins la même composition. Les gens qui aiment les lentilles ou qui aiment les haricots, les gens qui prennent la fève, c'est la même chose. Bon. La fève a une caractéristique négative, donc c'est interdit pour les gens qui ont un problème du favisme, qui est une anémie hémolytique. Donc, les gens qui ont le favisme, donc, bien sûr, ils ne vont pas consommer la fève. Et puis, il a une chose très positive, une chose très bien qui n'existe que dans la fève, c'est la L-Dopa. Et la L-Dopa, on le sait, on le connaît bien, c'est un produit pharmaceutique qu'on donne donc aux Parkinsoniens. Et il existe en quantité suffisante dans la fève. Si on prend un bon bol donc, de soupe de fève, on prend la quantité qu'il faut en L-Dopa pour le corps, surtout pour les gens, les Parkinsoniens surtout.
Et la fève est plus riche en phytoestrogènes que le soja. Il y a des gens qui préfèrent le soja. Oui, le soja, il a un peu d'huile, il y a un peu de matière grasse, il va jusqu'à 20-22% de matière grasse, et il a l'oméga 3 en plus. Le soja, il a l'oméga 3 en plus, mais il a le ginseng, il y a un isoflavone, un peu gênant pour les gens qui ont la thyroïde. Le ginseng, c'est connu, donc ça a été condamné à un certain moment. Et les gens qui ne font parfois quand même qu'ils abusent donc, de ce soja quand ils ont des problèmes thyroïdiens. Voilà, donc ce groupe est caractérisé par l'acide folique, par une teneur élevée en protéines, par les phytoestrogènes, par le tryptophane. Vous voyez, l'acide folique, molybdène, protéines élevées, fibres solubles et les phytoestrogènes, et surtout tryptophane. Donc l'acide aminé tryptophane qu'on donne dans les pharmacies, il y a même les Américains et les Européens qui achètent ça, surtout pour les enfants, le tryptophane. Pourquoi? Parce que ça aide un peu à dormir et ça aide à se calmer, parce qu'il se transforme en sérotonine. Et il existe dans les légumineuses, et c'est un composant important, c'est un composant régulier, c'est un composant alimentaire qui doit être régulier dans l'alimentation humaine. Voilà. Le troisième groupe, donc, on va prendre comme troisième groupe l'huile d'olive, donc c'est les huiles, mais on prend l'huile d'olive, pourquoi? Parce que c'est la seule huile qui n'est pas raffinée, donc les autres huiles sont raffinées, donc ils ont subi donc, une industrie, un usinage, la démucilagénation, décoloration, désodorisation, puis la winterisation, la neutralisation, etc. Donc c'est un ensemble d'opérations qui va cliver les liaisons 6 en liaisons trans. Et la liaison trans n'existe pas dans la nature, mais quand on raffine, quand on chauffe la matière grasse, on transforme la 6 en trans. Et là, les liaisons trans plus les BHA, BHT, donc les conservateurs contre l'oxydation, ça met un peu en jeu, ça pose la question au niveau donc, des huiles raffinées. Donc reste l'huile d'olive qui est la seule huile obtenue par presse et qui n'est pas raffinée, donc c'est la seule huile naturelle. Donc c'est le composant 3. L'huile d'olive est très important dans l'alimentation humaine, est très important pour la nutrition humaine. Donc c'est numéro 3. On a les céréales, les légumineuses et puis numéro 3, l'huile d'olive. Numéro 4, c'est les fruits. On divise les fruits en deux groupes, en fruits secs et en fruits frais. Les fruits frais, c'est tout ce qui est la pomme, la poire, la pêche, les prunes, les abricots, la papaye, les oranges et tout ça. Non, ça c'est les fruits frais. L'ananas, il y en a beaucoup, il y a toute une liste, il y en a beaucoup. Les fruits frais se ressemblent, on verra bien que c'est un groupe qui va se ressembler. Et puis les fruits secs, on les divise aussi en deux. Il y a les fruits secs sucrés, qui sont les dattes, les figues et les raisins secs, et les fruits secs gras, qui sont les amandes, les noix aux noisettes, les amandes, les noix à l'acajou, les pistaches et tout ça. Donc ces fruits secs sont aussi un composant alimentaire, une composante alimentaire très importante, donc il faut prendre régulièrement, c'est-à-dire chaque jour si on peut. Les gens qui, par exemple, les Européens, ils mangent un peu moins les dattes, les figues séchées et les dattes, et un peu plus les raisins secs, bon, mais ils consomment beaucoup de pistaches, beaucoup d'amandes, surtout ils se gavent d'amandes. Mais les dattes et les figues ne sont pas tellement consommées dans cet espace européen. En plus, les maghrébins, surtout les maghrébins, la nutrition maghrébine, là, c'est une composante importante. On mange beaucoup de fruits secs, que ce soit les fruits sucrés ou les fruits gras. Pourquoi? Parce que ça existe chez nous, ça existe dans notre pays. Donc, on a les figues, on a les dattes, on a les raisins secs et on a l'amande, on a les noix, mais on n'a pas le pistache, mais on a les amandes et les noix qui sont toujours présents et puis, enfin, on achète toujours. Et il faut augmenter la concentration donc en s'en composant. Les fruits sucrés, ils ont des sucres qui sont directement absorbables avec des fibres qui sont très nobles, comme les fruits des dattes et des figues. Donc, on ne peut pas avoir une constipation quand on consomme ces fruits en quantité suffisante. Et puis, ils ont la vitamine B, l'iode, comme les dattes, par exemple, les raisins secs aussi, qui sont riches en fer, qui sont riches en fibres, c'est un resveratrol, c'est un antioxydant. On a les figues sont très riches en calcium, c'est une bonne source en calcium, c'est numéro. Et puis il y a les fibres qui sont d'une nature extraordinaire, hein, les fibres nobles donc des figues, pas séchées mais les figues secs, parce que quand on dit séché, c'est séché industriellement, comme les abricots séchés. Quand on dit sec, c'est sec naturel, c'est naturellement séché. Et les fruits gras, l'amande et les noix, les pistaches surtout. Les pistaches, c'est une source de cuivre. Parmi les minéraux là qu'on trouve dans les pistaches, c'est surtout le cuivre. Donc on a tout, on a le manganèse, magnésium, tout ça, phosphore, calcium et tout, mais on a le cuivre. Et dans l'amande et les noix, on a l'oméga 3 parce que c'est 20 à 22% de matière grasse, d'huile et noble d'ailleurs. On a l'oméga 3 et on a ces fruits secs sont riches en protéines aussi. Donc il y a beaucoup de protéines dans ces fruits, en plus qui sont une bonne source de minéraux comme le magnésium. Donc le magnésium, manganèse et zinc dans ces fruits secs. Bien sûr, ils sont très énergétiques, ils sont très nutritifs, mais c'est une
C'est une énergie propre, c'est une énergie qui n'est pas polluée donc, par la matière grasse saturée ou par le cholestérol ou par autre chose. Donc, il ne génère pas de radicaux libres. On passe à un autre groupe, les fruits secs. Donc, on a les fruits frais aussi. Les fruits frais, ils ont en commun les pectates. Donc, les pectines, c'est des fibres qui sont réservées donc, aux fruits. Et ces pectines-là, ils gonflent, ils absorbent l'eau, ils gonflent dans le tube digestif. Et ils protègent donc le tube digestif contre la déshydratation qui va amener à une constipation terrible parce que disons, l'évacuation doit être faite au moins, enfin, idéalement chaque 24 heures. Il y a des gens actuellement qui ont des problèmes de constipation, alors que la consommation de fruits, ces pectates ou ces pectines, donc ne laisse jamais le tube digestif se déshydrater. Pourquoi? Parce qu'ils retiennent de l'eau et parce qu'ils remplissent un peu le tube digestif. Il y a les sucres. Donc, ces fruits-là, ils sont caractérisés par une teneur en sucre élevée. Il va jusqu'à 15%, comme chez les raisins frais, et ils sont caractérisés par la vitamine C et par le fructose, le sucre fructose qui est le sucre des fruits d'ailleurs. Et les pectates. On trouve la vitamine C, surtout la vitamine C. Puis quelques vitamines, il y a des fruits, ça dépend, il y a des fruits qui contiennent un peu la B5, B6, il y a des fruits qui contiennent la B12. Il y a des fruits qui contiennent un peu d'acide folique, il y a certains fruits qui contiennent un peu de thiamine, mais la thiamine, niacine, c'est surtout les céréales. Là, on le trouve dans les céréales et on trouve dans le poisson. Il y a certains types de poissons qui ont la niacine, thiamine, aussi la B1, B3. Mais les fruits, c'est surtout la vitamine C et les antioxydants, les enzymes. Pourquoi? Parce qu'on les consomme crus. On les consomme crus. Ce n'est pas comme les légumes. Les légumes, on fait cuire. Et puis, il y a une autre composante après les fruits, c'est bien les légumes. Il y a des gens qui mettent les légumes avant les fruits. Non, les fruits sont plus importants que les légumes. Puis les légumes, il n'y a pas d'énergie. Les légumes, c'est les fibres. Et les fibres alimentaires, les antioxydants, les vitamines et les minéraux. Il n'y a que ça. Bon, les fruits qu'on consomme crus, il y a aussi des enzymes. C'est un oxydase. Les radis, les choses, l'anis, et tout ça qu'on mange, les salades et tout qu'on mange à l'état cru. Il y a beaucoup d'antioxydants qui varient selon les feuilles, parce qu'on classe aussi les feuilles, l'oseille, on classe la mauve, l'ortie, tout ça, on classe le coriandre, le frais, les feuilles de coriandre, le persil, le céleri, tout ça, on les classe avec les légumes, parce que ça se consomme avec les légumes et parce qu'ils ont les mêmes caractéristiques. Bon, c'est les fibres, c'est les antioxydants, c'est les vitamines, et c'est les minéraux. Donc il n'y a que ça, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de calories, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de protéines, il n'y a rien. Donc c'est ce qu'on appelle la ration de remplissage. Ils remplissent l'estomac pour les gens d'ailleurs qui veulent un peu diminuer le poids et qui ne veulent pas d'énergie, qu'ils remplissent avec les légumes parce qu'il n'y a pas d'énergie. Et il y a les fibres. Et quand on a les fibres, un peu du sucre, bon, comme les carottes, la pomme de terre, où il y a l'amidon, et puis... Mais normalement, c'est connu que les légumes, il n'y a pas d'énergie. Les légumes, c'est surtout les fibres, les antioxydants, les minéraux et les vitamines. On a les enzymes quand on les consomme à l'état cru. Il y a les phytoestrogènes aussi parce que certaines plantes, surtout quand on consomme les feuilles, on a les phytochemicals, les phytochimiques. On a beaucoup de phytoestrogènes dans ces plantes. Et surtout les phytostérols, les phytoestrogènes et les phytostyrols qui se trouvent dans le céleri, les coriandres et le persil. Alors, après donc, ce groupe, on va parler d'une catégorie aussi qui a des choses en commun, qui sont les graines. Et les graines sont oubliées dans l'alimentation humaine. Malheureusement, dans le dernier siècle, là, on a oublié ces graines. Actuellement, on est en train de revenir et ces graines sont clés dans l'alimentation humaine. Pas la nutrition, l'alimentation humaine sont clés. Et ces graines, ils groupent donc le nigella, le lin, le sésame, c'est très important, la fenugrec, le cresson, et on met avec la fenouil et l'anis, un peu les carawis. Oui, ça passe plus ou moins. On peut même inclure les graines de coriandre, mais les graines de coriandre ils sont inclus avec les épices. On va en parler dans les épices. Donc cette catégorie est caractérisée par les phytoestrogènes et les phytostérols. Il n'y a rien dans ces graines. Bon, il y a des minéraux, il y a des gens qui parlent de calcium, de protéines dans le sésame. Oui, mais la quantité qu'on consomme, ce n'est pas une quantité qui va apporter des protéines au corps. On en consomme sous forme d'une petite cuillère ou la tête d'une petite cuillère ou même certains comme le sésame, on peut aller jusqu'à une grande cuillère. Le lin, par exemple, peut aller jusqu'à une grande cuillère, mais on ne peut pas consommer une grande cuillère en graines de cresson ou une grande cuillère de fenugrec. On ne peut pas. Donc ces graines sont consommées en petite quantité. Pourquoi? Parce que le corps a besoin d'hormones végétales, a besoin de phytoestrogènes et il a besoin de phytoestrogènes sous forme de petites quantités, de petites doses. Donc la quantité qu'on consomme, qu'on met avec l'alimentation, bien sûr,
c'est une quantité suffisante pour le corps, mais il faut qu'il soit régulière. Il faut qu'il soit chaque jour. Il faut que les gens consomment ces graines, là, 1 ou 2 ou 3. Bon, la liste est la même, donc ils sont caractérisés par les phytoestrogènes et les phytostérols. Et bien sûr, chaque graine a ses caractéristiques. Le nigella, c'est la nigéline. Et le sésame, c'est la sésamine et la sésamoline. La fenugrec, c'est la trigonoline. Et le crescent, le crescent, il a un gel. Vous voyez, quand on fait le mouillage donc de ces graines-là, et surtout quand il germe, il a un gel. Et les gens, ils voient bien que ce gel, c'est un mucilagène, c'est des composés mucilagineux. Donc, ils vont apaiser un peu donc, les inflammations au niveau du tube digestif. Et c'est un régulateur d'hormones. Il est très fort, le crescent. Il est très fort parce qu'il ne faut pas trop abuser. Pourquoi? Parce que quand il y a l'acide urucique, et l'acide urucique diminue le sélénium dans le corps. Et quand on diminue le sélénium, attention, on tombe dans des maladies de carence. Et là c'est grave. Le crescent, il doit être pris donc, modérément. Donc, c'est la tête d'une petite cuillère. Bien sûr par jour et dans l'alimentation, avec l'alimentation. Ce groupe est caractérisé par les phytoestrogènes, phytostérols. Il est important parce qu'on ne peut pas vivre sur les protéines, les glucides et les protéines, et on ne peut pas vivre sur les vitamines et sur les minéraux et ne pas avoir donc un apport journalier en phytoestrogènes, en phytostérols. C'est très important parce que les phytoestrogènes, ça régule, ça diminue l'hypertension, hein, ça descend un peu l'hypertension, et ça protège contre les maladies cardiovasculaires et surtout la régulation hormonale. Quand on dit régulation hormonale, on dit régulation de tout le corps, bien sûr, de toutes les fonctions physiologiques. Après ces graines, on classe donc les épices. On va parler d'un groupe qui s'appelle les épices. Dans les épices, vous savez bien, les poivres, la capsaïca, hein, on a le poivre, on a le curcuma, on a le gingembre, on a le galangal, on a la cannelle, on a même le cumin, etc. Là, c'est des épices, on en met très peu, mais c'est pour épicer, hein, c'est pour aromatiser, c'est pour améliorer la flaveur, améliorer le goût donc, du plat. Mais ils ont un rôle très important parce qu'ils contiennent des molécules, des flavonoïdes et des polyphénols, des molécules qui vont pousser, qui vont potentier, qui vont pousser d'autres molécules à mieux travailler, comme par exemple quand on joint le poivre avec le curcuma, il y a la pépérine donc du poivre qui va potentier, qui va stimuler la curcumine du curcuma pour travailler encore plus, donc il va faire beaucoup plus d'effet. Et on a la capsaïcine dont le piment piquant, hein, c'est les Tunisiens hein, qui consomment beaucoup de piment piquant, c'est très piquant, hein, c'est même très irritant. Et là, la capsaïcine, c'est une molécule qui protège contre les inflammations de l'estomac. Et c'est une bonne molécule, mais ce goût très fort d'ailleurs, hein, très piquant, il y a des gens qui ne supportent pas, il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas, mais c'est très important, c'est une composante alimentaire parce que c'est des choses antiparasites et antimicrobiennes. Hein. Les épices, c'est connu par leur activité antimicrobienne et antiparasitaire. Il y a même certains parasites du type digestif qui sont éliminés, hein, surtout quand on consomme régulièrement et disons, on diminue un peu la quantité de sucre, la quantité journalière de sucre, là, on va obliger donc ces parasites, même les kystiques, même les parasites donc, qui forment des kystes au niveau du tube digestif. Donc les épices sont classées comme un groupe important, on les consomme modérément, d'ailleurs les gens y mettent une pincée donc, de poivre, une pincée de ça, mais il y a le curcuma qui n'est pas toxique et qui a un bon goût, qui est supportable. Le curcuma peut aller jusqu'à une grande cuillère ou 2 grandes cuillères, donc ça n'a aucun danger, hein, ça n'a pas d'effet négatif. D'ailleurs, il n'y a pas de choses contre-indiquées donc, pour le curcuma. Le gingembre et le galangal. Le gingembre, vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup de gingembre, là, il fait beaucoup de merveilles. Non, le gingembre, c'est une épice, tout simplement, ni plus ni moins. C'est une épice qu'on met dans l'alimentation. L'avantage du gingembre, c'est qu'on peut le boire sous forme de boisson chaude, comme un thé. Et il y a des gens actuellement qui commencent à abuser, à acheter du gingembre frais, comme quoi il guérit le cancer, il fait ça et tout ça. Ça, c'est du blabla. C'est des épices tout simplement à mettre dans l'alimentation et à ne pas oublier. C'est une composante à ne pas oublier et à ne pas négliger. Il y a des gens actuellement, quand ils vont faire donc, le marché le dimanche, quand ils achètent les légumes et un peu de fruits, puis ils reviennent à la maison et donc ils ont tout acheté. Non, ils n'ont rien acheté. Donc il faut avoir tous ces groupes, au moins 1 ou 2 de chaque groupe, les choses que vous trouvez disponibles, les moins chères,
Il faut que vous ayez donc ces choses-là toutes à la maison si c'est possible. Sinon, vous aurez donc un manque quelque part dans votre apport journalier sur l'alimentation. Normalement, doit être aussi complète que possible, aussi naturelle que possible, aussi complète que possible, avec une cuisson à la maison, et puis on n'aura pas de problème. Et actuellement, on a un problème avec les fast-food, avec les façons de cuire, avec la stérilisation, le trop cuit, et avec... on se contente d'une seule chose, hein, les patates chaque jour, et puis on ne cherche même pas les patates douces, le topinambour ou les artichauts. Est-ce qu'il y a autre chose à regarder donc, en plus de ces légumes, et surtout les légumes saisonniers, il faut prendre les choses dans leur saison pour avoir une bonne composition chimique et pour profiter donc de cette bonne composition idéale. Le végétal, quand on le prend dans son cycle végétal, c'est-à-dire idéal dans sa saison, il est au maximum des antioxydants, il est au maximum des vitamines et il est au maximum des minéraux. Quand il sort de sa saison, attention, il se dégrade, bon, il perd beaucoup de propriétés, même il apparaît des choses qui sont nocives comme la solanine dans les pommes de terre. Et on arrive donc au groupe qu'on a laissé en dernier, c'est le groupe des produits d'origine animale, qui sont le laitage, hein, qui sont les laits, pas le lait, les laits, parce qu'il y a 4 espèces, il y a la brebis, il y a la chèvre, il y a le dromadaire et il y a la vache. On va en parler, bien sûr, dans ce groupe, on va parler des caractéristiques dans les 4 laits, parce qu'il y a une caséine alpha S1, une caséine, une bêta-lactoglobuline qui existe chez la vache en grande quantité, qui n'existe pas chez le dromadaire, ni chez la jument, ni chez la brebis. Et il y a une grande différence entre le lait de la brebis et le lait de la vache, parce qu'il y a des laits qui sont fromageables, là, on prépare le fromage sur le lait de la vache. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande caséine quand c'est séparé. Mais il y a un lait qui n'est pas du tout fromageable. Il y a des gens qui actuellement qui sont en train de montrer leur capacité, qui sont des grands chercheurs et qui vont fabriquer du fromage à part du lait de dromadaire. C'est une blague. Le dromadaire a une petite caséine, il n'a pas la alpha S1, il n'a pas la caséine alpha S1, et c'est la alpha S1 qui vous donne un bon caillé fromagé. Et si vous fabriquez un fromage à partir du lait en dromadaire, c'est que vous le détruisez, c'est que vous perdez ses propriétés. Il faut qu'il soit consommé en tant que tel ou fermenté plus ou moins, hein, laissé assis, ça vit tout seul. Sinon, on ne peut pas aller faire un fromage à partir du lait de dromadaire. C'est une catastrophe, c'est une perte donc, de cet aliment. Donc, il faut arrêter donc, à faire n'importe quoi dans la recherche. On a essayé, on a déjà étudié le lait de dromadaire pendant 11 ans. Et puis, on a le poisson qui est classé tout seul. Il n'est pas avec les viandes parce que le poisson, c'est une viande classée avec le monde végétal. Il n'y a pas de gras saturé, il n'y a pas de cholestérol. Et il y a l'oméga 3, le tryptophane, sélénium. Il y a l'iode, il y a la vitamine D. Et certaines espèces de poissons qui contiennent la B5, B6, pyridoxine pantothidique, qui sont très riches, d'autres espèces qui contiennent la B1, B3, et il y a la B12 qui se trouve dans pratiquement toutes les espèces à différentes concentrations. Et le tryptophane, c'est comme les légumineuses, il est très riche en tryptophane, le poisson. Le premier composé, toutes les espèces de poissons, c'est d'abord tryptophane, sélénium, oméga 3 à différents niveaux. Il y a le flétan, par exemple, c'est le plus riche en oméga 3, un peu moins dans le thon et les sardines, les merlans, par exemple. Mais il y a l'oméga 3 dedans, il y a l'oméga 3. Donc, quand on extrait l'oméga 3, qu'on vend dans les pharmacies, c'est l'oméga 3 extrait à partir des grandes espèces où il y a beaucoup d'huile. C'est toujours comme l'huile de foie de morue. L'huile de foie a été connue depuis plus d'un siècle. L'huile de foie de morue, c'est déjà utilisé, il est utilisé même dans les brûlures. Donc, le poisson, c'est classé tout seul. Hein, c'est un aliment noble, c'est un aliment où il n'y a pas de contre-indication, où il n'y a pas de souci à faire. Hein. Le poisson, c'est une bonne source en minéraux, une bonne source en protéines, une bonne source en certains composants qui n'existent pas dans d'autres aliments, comme la vitamine D. La vitamine D n'existe que dans le poisson, dans la nature, il n'existe pas, sauf on a commencé actuellement à inclure que le lait c'est une source de vitamine D ou même les huiles de table, mais c'est une vitamine D chimique ou hormonale qui a été ajoutée par l'homme, ça n'existe pas naturellement. Nous on parle de la vitamine D qui existe naturellement dans l'aliment. Et il reste les viandes, bien sûr, les viandes, donc on divise en deux, c'est la volaille et les animaux. Il y a des gens qui ont commencé à parler viande blanche, viande rouge, là c'est une blague, hein, c'est un mensonge, il n'y a pas de viande blanche, viande rouge, c'est viande. Que ce soit la volaille ou les animaux, c'est une viande rouge. Donc, c'est les aliments à sang chaud. On va en parler parce qu'ils sont caractérisés par 2 dangers, qui sont le gras saturé et le cholestérol. Bien sûr, c'est un aliment riche en protéines. Il est très difficile actuellement de recommander en Amérique et en Europe, même dans nos pays maghrébins, il est très difficile de recommander à quelqu'un de ne pas manger de la viande. Pourquoi? Parce que pour la médecine, la viande est un aliment sacré. On ne peut pas vivre sans viande. Ça, c'est faux. Il faut qu'on corrige. Donc, ça te gaffe. Donc on peut vivre sans viande et la viande, bien sûr, on ne va pas l'interdire, c'est un aliment, c'est un bon aliment, il est riche en fer, il est riche
en protéines, bien sûr, hein, ça reste un aliment. Ce n'est pas un aliment qui compte beaucoup plus que d'autres aliments. Les légumineuses sont mieux que les viandes. Mais il ne faut pas dire que les gens que vous ne pouvez pas vivre sans viande, parce qu'on peut arrêter la viande à certains malades, comme les cardiovasculaires, sans aucun problème et sans que les gens aient peur que c'est une malnutrition ou une sous-nutrition, pas du tout. Donc on va quand même corriger ces choses-là. On va parler de ces groupes, là, bien sûr. Le dernier groupe, ou le dernier élément, la dernière composante alimentaire, c'est l'eau. Et on va parler les eaux. Les eaux. Est-ce que c'est une eau de source ou de puits? C'est une eau de pluie ou c'est une eau distillée ou c'est une eau minérale? Ou c'est une eau minéralisée ou c'est une eau potabilisée ou c'est une eau de surface qui a été donc retraitée ou c'est une eau de mer qui a été distillée ou je ne sais pas qui a été osmosée? Là, on va parler des eaux et l'eau, c'est une composante alimentaire très importante et qu'il faut avoir un minimum par jour, hein, un minimum par jour, un litre et demi, 2 litres jusqu'à 2 litres et demi par jour. Et bien sûr, une bonne eau, hein, une eau propre, parce que si vous buvez une eau polluée et que vous prenez 3 litres et demi, attention, vous allez avoir un problème des métaux lourds ou même un problème de nitrate et de sulfate et vous aurez un grand problème parce que les nitrates avec le cancer de l'estomac actuellement, avec l'aluminium, avec les reins, et on va se retrouver avec, disons, trop de cumul dans le corps. Bien, ça c'est une longue introduction donc sur cette nouvelle série qu'on va commencer en langue française et on va parler de ces groupes, c'est 11 groupes, bien sûr. On peut diviser les légumes en herbes et légumes, mais moi je préfère les grouper et les laisser. Pourquoi? Parce qu'il y a les mêmes caractéristiques. Nous, on joue sur la composition chimique. Ils ont les mêmes caractéristiques chimiques, donc on les classe légumes et feuilles vertes, herbes et tout ça. Bien sûr, il y a certaines herbes qu'on va parler comme le safran, comme le thé, comme le café, comme la verveine, comme, disons, la camomille, la sauge, disons, l'aneth et tout ça. Donc, c'est des plantes qu'on utilise comme une boisson fantaisiste, si j'ose dire. C'est une boisson fantaisiste et tout, ça n'a rien à voir avec la nutrition. Mais il y a certains composés comme les catéchines du thé qui jouent aussi un rôle, surtout pour les femmes, qui régulent un peu les hormones. Mais il faut en parler, il ne faut rien oublier en alimentation, il ne faut rien oublier, il ne faut rien négliger. Donc, on a fini avec cette introduction et on va commencer, Inch'Allah, la première catégorie, le premier groupe de l'alimentation qui sont les céréales. Donc, au revoir.